Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. Et franchement mes amis, je vous le dis pas souvent, mais restez bien jusqu'à la fin de la deuxième histoire parce que pour moi c'est la pire histoire que j'ai racontée sur la chaîne. Vous allez voir, il y a plein de rebondissements, il y a plusieurs choses qu'on apprend, enfin c'est terrible. Et je dis pas ça pour vous faire rester pour que la vidéo dure plus longtemps, vraiment, s'il vous plaît restez jusqu'à la fin parce que l'histoire elle mérite d'être écoutée et elle mérite d'être vue. Vous avez été très nombreuses et très nombreux à voir Fou du bus sous la dernière vidéo, vous avez bien apprécié. Certaines personnes m'ont dit qu'elles n'avaient jamais vu Nala, donc elle est juste derrière moi, je vais essayer de l'attraper, comme ça je peux vous la montrer. Mesdames et messieurs, voici Nala. Alors elle est un petit peu plus timide, elle est un petit peu plus réservée. Vous avez vu qu'elle aime pas trop rester dans les bras de son papounet quand il raconte une histoire. Mais regardez, je vais vous montrer ses yeux. Regardez ses yeux. Regardez comme elle est belle. Fifi, regarde là. Donc voilà, là elle veut déjà partir, elle est pas très à l'aise face à la caméra. On va la laisser vivre sa vie. Alors ce qui est bien, c'est que vous le voyez pas forcément, mon t-shirt est ruiné, je peux le mettre à la machine, il y a des poils blancs absolument partout. Mais au moins, je vous ai montré ma petite princesse et pas que Fou du bus. Et pour répondre à la question, oui, mon chat s'appelle bien Fou du bus, c'est Fou du bus tout collé. C'est un petit nom latin que j'ai trouvé très sympathique et qui lui va extrêmement bien. Quand j'ai dû le dire à la vétérinaire pour qu'elle l'inscrive sur son passeport, c'était autre chose, mais voilà, ça on n'en parlera pas. Je vous ai raconté toute ma merde, je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, elle nous est racontée par notre amie Mélodie. Mélodie, c'est quelqu'un pour qui tout va bien. Elle nous raconte qu'elle a une vie sociale très mouvementée, dans le sens, elle sort beaucoup avec ses potes, elle rencontre beaucoup de monde, de par son travail, parce que son travail, vous allez voir qu'il est assez particulier, enfin, pas particulier, mais vous allez voir qu'il va changer au cours de l'histoire, parce qu'au début, Mélodie, elle fait un diplôme d'infirmière. Elle a toujours voulu travailler dans les soins, elle nous raconte que c'est un domaine qui la passionne. Ce qui la passionne encore plus que de prodiguer des soins à quelqu'un, c'est de se dire que potentiellement elle va peut-être pouvoir lui sauver la vie. Et elle nous raconte qu'en gros c'est un métier extrêmement gratifiant. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui travaillent dans les soins parce que vous avez beaucoup plus de mérite que moi qui pose simplement mon cul dans un fauteuil, qui vous raconte une histoire pendant 2 heures. Vous avez absolument tout mon respect. Pendant ses études, Mélodie elle nous raconte que sa vie, bon, elle était pas fameuse, dans le sens elle a dû beaucoup travailler, donc beaucoup de sacrifices. Financièrement, c'était pas le top parce que oui, ses parents étaient derrière, mais ça fait qu'elle pouvait pas sortir quand elle le voulait, elle pouvait pas s'acheter ce qui lui faisait plaisir de temps en temps. Donc, elle était un petit peu ric-rac. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a obtenu son diplôme, elle a réussi ses examens et elle a commencé à travailler pendant 3 ans. Alors, pendant ces 3 ans, elle travaillait principalement dans un hôpital, elle a fait tout plein de choses, elle est allée dans différents services, elle a vraiment vu beaucoup de gens différents, beaucoup de choses différentes. Mais voilà, au bout de 3 ans, elle nous raconte que le rythme de travail, les horaires, etc., c'est un petit peu compliqué. Et surtout, parfois, c'était pas très compatible avec la vie qu'elle s'imaginait. Mais le coût des horaires, etc., c'est pas vraiment la raison principale qui l'a poussée à prendre la décision qu'elle va prendre. C'est plutôt de se dire que voilà, c'est extrêmement intense, que parfois, elle met sa propre santé en danger pour sauver celle des autres, parce qu'elle est à 2 doigts de faire un burn-out et elle est à 2 doigts de tout laisser tomber. Donc en fonction de ça, notre amie Mélodie, elle a dû prendre une décision. Cette décision, ça a été celle d'arrêter son travail, mais qui dit quitter son emploi, dit aussi, il faut en retrouver un derrière à moins qu'on ait gagné au loto. Malheureusement, ce n'est pas le cas de Mélodie. Ce qu'elle a fait, c'est que pendant plusieurs semaines, elle s'est posée, tranquillement, elle a réfléchi à ce qu'elle voulait faire de sa vie, et elle en est arrivée à la conclusion que ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'est rendre service aux gens. Vous me direz, il y a énormément de métiers où on peut rendre service à des gens, que ce soit policier, infirmière. Quand vous êtes cuisinier, vous rendez service à des gens, vous les nourrissez. Quand vous êtes youtubeur, bon, ça c'est un peu pour me rassurer, vous rendez service à des gens dans le sens où vous les divertissez devant une vidéo. Est-ce que c'est mon cas? Je ne sais pas, à vous de me le dire en commentaire. Mais voilà, ça lui laisse quand même un grand catalogue de métiers possibles. Mes amis, elle s'est posé la question, elle s'est dit, bon, les soins, à la base c'était pour moi, maintenant plus trop. Il y a un métier que j'ai toujours voulu faire, même quand j'étais petite, c'était un peu mon rêve d'enfant, mais que j'ai oublié parce que voilà, à la base, on ne nous dirige pas forcément vers ce métier-là, que ce soit à l'école ou ce genre de choses. Ce métier, c'est celui de policière. Elle a toujours adoré ce qui concerne la police, vraiment, c'est une passion depuis qu'elle est toute petite, mais vu qu'elle a grandi, par-dessus, il y a la passion pour les soins qui s'est rajoutée et qui a pris plus d'importance que la police. C'est pour ça qu'elle a travaillé dans des hôpitaux en tant qu'infirmière et pas dans la police au début. Mais là, la tendance, elle est en train de changer. Notre amie Mélodie, elle a franchement envie au moins d'essayer le concours parce que d'après ce que je comprends, pour entrer dans la police, il y a des sélections et surtout, visiblement, il faut un diplôme pour pouvoir y entrer. Donc vous pouvez pas aller comme ça sans rien. Donc ce qui est bien, c'est que notre amie Mélodie, elle a obtenu un diplôme, celui d'infirmière, donc probablement qu'elle peut prétendre à intégrer la police. Là, c'est une toute autre vie qui attend Mélodie. Elle nous explique que pendant plusieurs mois, elle se prépare uniquement au concours de police. Quand je vous dis préparer, c'est physiquement, avec l'alimentation, le sommeil, certaines connaissances à avoir, enfin vraiment, elle en fait sa priorité absolue. Notre histoire recommence un petit peu plus tard, plusieurs mois après, lorsque notre amie est à 2 doigts de passer le concours. Et là, le stress est à son paroxysme. Vraiment, elle est à 2 doigts de se chier dessus tellement elle a peur de ne pas être prise. Parce que le problème, c'est que ne pas être prise,
Ok, c'est pas dramatique, mais dans le cas de Mélodie, ça signifierait qu'elle doit retrouver un emploi tout autre. Et actuellement, elle n'a pas de plan B. Donc, c'est soit je deviens policière, soit je ne sais pas. Mais bon, notre amie Mélodie, vous la connaissez, c'est la plus forte, elle a réussi haut la main, et quelques mois plus tard, elle a pu intégrer les effectifs de police qui sont dans sa ville. J'ai envie de vous dire, pour le meilleur et pour le pire. Alors bon, elle qui à la base se plaignait un petit peu des horaires d'infirmière, pour le coup, pour la police, c'est pas beaucoup mieux. Ça lui arrive aussi parfois d'être la nuit, d'être le jour, enfin de faire des switches comme ça qui sont un petit peu compliqués à gérer. Mais alors pour le coup, c'est un métier complètement différent. Vous ne soignez pas des gens, vous les aidez à sortir de situations un petit peu particulières. Et ça peut aller d'absolument tout, d'une personne qui a un chat coincé dans un arbre, ou d'un braquage à main armée dans une bijouterie de la ville. C'est très différent. Et vous allez voir que notre amie Mélodie, pour l'une de ses premières interventions, elle va pas être épargnée. Pour ces premiers cas sur lesquels elle doit se pencher, elle nous raconte que c'est des choses très banales. Je vous ai parlé d'un chat qui monte dans un arbre, on n'en est pas loin, mais c'est du style une petite grand-maman qui n'arrive pas à rentrer chez elle parce qu'elle a perdu ses clés. Qu'est-ce que la police peut faire ? On ne sait pas, mais ils sont intervenus. Donc, au début, Mélodie, ça lui laisse le temps de prendre ses marques et puis de s'habituer un petit peu à son nouveau job. Dans le sens où, dès la première intervention, elle doit pas pointer son flingue sur un mec qui est en train de braquer une bijouterie à main armée. Je pense que c'est un petit peu différent et un petit peu moins stressant surtout. Cette semaine-là, notre amie Mélodie, elle a des horaires un petit peu particuliers. Jusqu'à maintenant, elle était de jour, donc elle travaillait en journée, mais pour les 3 jours qui suivent, elle sera de nuit. Généralement, lorsqu'on est de nuit, c'est un petit peu plus cool, alors il y a aussi des interventions, mais il y en a un petit peu moins qu'en journée. Donc ça la dérange pas plus que ça. En plus, c'est la première fois qu'elle va effectuer un travail de nuit, enfin dans la police du moins, et c'est à la limite si elle se réjouit. Donc j'ai envie de dire tant mieux. Le premier jour, elle se prépare vers 17h pour aller au travail, elle prend ses affaires, elle met ses petites chaussures, et elle prend sa voiture et elle file tout droit en direction du commissariat. Là, elle retrouve ses collègues, il y en a un ou deux nouveaux qu'elle n'a jamais vus. Elles font leur connaissance, c'est un mec et une femme très sympas, et globalement, c'est une équipe avec qui elle s'entend extrêmement bien. Ce soir-là, elle nous raconte que les interventions qu'elle doit effectuer, elles sont assez banales. De nouveau, c'est le chat dans l'arbre, etc. Il n'y a pas de gros crime qui a été commis, tant mieux, j'ai envie de dire. Et pendant sa semaine, tout va bien. Elle n'a pas de grosse intervention, elle prend beaucoup de plaisir à faire son travail, mais le dernier soir, lorsqu'elle rentre à la maison, elle se pose aussi des questions. Elle se dit, mais attends, je viens de travailler 3 nuits de suite, pendant ce temps, mes potes, ils se sont tous amusés, ils sont tous sortis au bar ensemble. Cette vie, elle me manque un peu. Elle se pose beaucoup de questions comme ça la fait un petit peu réfléchir pendant quelques minutes, mais très vite, elle se dit qu'elle a de la chance aussi d'être dans la police, qu'elle a de la chance de faire le métier de ses rêves, et donc que voilà, il y a quelques sacrifices à faire. Pendant 3 semaines, tout va bien, elle est de jour, et on arrive à nouveau dans une semaine où elle travaille de nuit. Et vous allez voir que cette semaine, elle va être un petit peu différente. Première nuit, rien ne se passe. Elle nous raconte qu'il n'y a même pas d'intervention. C'est durant la deuxième nuit que les choses vont commencer un petit peu à se corser. Vers 18h, notre amie arrive au commissariat, elle prend le relais de l'équipe de jour, elle commence à monitorer, à regarder 2-3 dossiers, etc. Et jusqu'à 22h, il n'y a rien. Vers 22h, avec ses collègues, il décide de commander quelque chose à manger, histoire de ne pas intervenir le ventre vide s'il y a besoin. Ils mangent tranquillement et ils discutent des affaires du jour. Bon, rien de particulier, la ville est assez calme ces derniers temps. Quelques heures se passent et à ce moment-là, il est 2h du matin. Alors, visiblement, dans le commissariat, chacun a un rôle bien précis. Normalement, celui qui répond à la majorité des appels, c'est un mec qui est dans son équipe. Et visiblement, Mélodie, elle travaille principalement sur des dossiers. En tout cas, c'est le cas pour cette nuit-là, parce que les rôles, ils changent de jour en jour. Et là, à un moment, son collègue s'approche d'elle et lui dit, écoute Mélodie, est-ce que tu peux prendre le téléphone si jamais il sonne pendant les 5-10 prochaines minutes ? Je dois m'absenter un tout petit moment. Je dois passer un appel très important pour ma famille, il y a quelqu'un qui est gravement malade, donc... Est-ce que tu peux faire ça pour moi ? Mélodie lui dit, bah écoute, oui, vas-y, fonce, ne pose même pas la question, c'est plus important ta famille que prendre un appel, je peux le faire. Le gars s'éclipse un petit moment, histoire de régler son problème familial. Pendant ce temps, Mélodie, elle reste dans le bureau, et si jamais il y a un appel, c'est elle qui va répondre. Bon, bah pendant 5 minutes, il n'y a rien qui se passe, 10 minutes, pareil. Visiblement, son collègue prend un petit peu plus de temps que prévu, mais il n'y a aucun mal. Lorsque soudain, un bruit retentit dans le commissariat. Ce bruit, elle le connaît parfaitement, c'est le téléphone qui se met à sonner, donc, autrement dit, quelqu'un a besoin d'aide. Mélodie, elle prend le téléphone, elle n'hésite pas, elle décroche, et là, elle entend du bruit. Ce bruit, elle n'arrive pas à mettre des mots dessus. Elle dit « Bonsoir, police, que puis-je faire pour vous ?» Et là, elle entend simplement ce bruit, et aucune personne ne parle. Bon, elle parle encore une deuxième fois, une troisième fois, parce qu'elle n'a pas envie de raccrocher et que ce soit vraiment une personne qui ait besoin d'aide. Au bout de 2 minutes, voyant que personne ne parle, elle décide de raccrocher, parce que peut-être que c'est une blague et que peut-être quelqu'un est en train d'essayer d'appeler la police et que c'est marqué comme occupé et que cette personne, elle a vraiment besoin d'aide. Donc, elle prend la décision
de raccrocher. 30 secondes plus tard, elle n'a même pas le temps de se rasseoir confortablement dans sa chaise que le téléphone se remet à sonner. À nouveau, elle décroche, elle dit « Bonsoir, police, que puis-je faire pour vous ?» Là, elle entend le même bruit qu'il y a quelques minutes, mais cette fois-ci, quelqu'un parle au téléphone. À première vue, ça a l'air d'être la voix d'un homme. Le problème, c'est que la qualité est exécrable. Elle est pourrie. Vraiment, on n'entend rien tellement il y a de bruit en arrière-plan. Et le mec, on a l'impression qu'il parle depuis 10 km plus loin. Mélodie, elle applique le protocole. Elle essaye de rassurer la personne en lui disant « Parlez doucement, je suis là, on va vous aider, mais il faut que vous m'expliquiez et que vous m'indiquiez où vous vous situez. » Là, le gars, c'est comme si Mélodie n'était pas à l'autre bout du fil, il ne l'écoute pas, il débite. Et la seule chose qu'il répète en boucle, c'est « j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'aide ». Mélodie, bon, elle comprend bien que le mec il a besoin d'aide, mais elle n'a pas plus d'infos. Et elle lui dit « S'il vous plaît monsieur, calmez-vous, il faut que vous m'indiquiez là où vous vous situez et moi je peux envoyer une patrouille en un clic ». Malheureusement, le gars ne lui donne pas d'informations. Mélodie doit lui tirer les verres du nez, elle doit lui dire « Monsieur, sans information, je ne peux pas intervenir ». Et c'est là que le mec va commencer à parler. Il lui dit « Vite, intervenez, je suis dans le coffre d'une voiture, j'ai les mains ligotées à l'avant, avec un scotch sur la bouche que j'ai réussi à enlever, mais intervenez, sinon ils vont me tuer ». Mélodie, elle entend ça, elle commence un petit peu à paniquer parce que à la base c'est son collègue qui doit répondre à ce genre d'appel. Elle est formée pour, bien évidemment, mais c'est son premier d'une telle importance, donc c'est pas évident. Là, elle lui dit « Ok, merci, j'ai beaucoup d'informations, il m'en manque une capitale, c'est où est ce que vous vous trouvez ?» Le gars essaye de lui répondre, il lui dit « Je ne sais pas, parce que la voiture est en train de rouler, mais lorsqu'on est parti, on était dans une rue avec tel bâtiment, tel lampadaire, tel machin. » Elle lui demande de continuer à décrire le plus de choses possible. À un moment, elle va lui poser une question et la réponse du mec va changer radicalement la donne. Elle lui dit « Mais depuis combien de temps vous êtes dans ce coffre ?» Le mec lui dit « Ça doit faire 1 minute, 2 minutes seulement. » Elle lui dit « Ok, c'était dans quelle ville ?» Le gars lui répond, visiblement c'est dans sa ville, et le détail qui va tout changer, elle lui dit « Vous arrivez encore à me décrire 2-3 bâtiments que vous voyez autour de vous, enfin que vous voyez au moment où vous avez été mis dans le coffre ?» Et là, le gars va lui dire « Il y a tel bâtiment, à côté il y a une petite église, mais surtout, en face de cette église, il y a le commissariat de la ville. » Là, Mélodie, dans sa tête, tout va extrêmement vite. Elle comprend que ce mec se situe à quelques pas d'ici et que la moindre seconde peut faire en sorte que le mec disparaisse à tout jamais. Là, elle dit au mec « Ok, j'ai toutes les informations, on va tout faire pour vous retrouver. S'il vous plaît, faites en sorte de rester prudent, même si je sais que dans votre cas, c'est un petit peu compliqué. » Elle appelle son collègue en hurlant, vraiment, elle hurle dans tout le commissariat. Le mec, à un moment, il se pointe et il lui dit « Mais qu'est-ce qu'il y a, Mélodie, ça va ?» Elle lui dit « S'il te plaît, viens prendre le téléphone, il faut absolument que tu restes en contact avec ce mec et que surtout, on envoie toutes les patrouilles disponibles à la recherche de ce gars. » Elle lui explique en 3 mots que c'est un mec dans le coffre d'une voiture qui vient d'être enlevé et qui, il y a 1 ou 2 minutes, se situait en face du commissariat. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Elle lui lance le téléphone à la gueule, le mec le prend, il reste en contact avec le gars, et pendant ce temps, elle et ses collègues montent dans plusieurs voitures de police, ils allument les feux, les sirènes, et ils font le tour du commissariat. Le problème, c'est que maintenant, il faut trouver une voiture au comportement suspect. Du moins, il faut trouver la voiture dans laquelle se trouve le mec, et ça, c'est pas une tâche facile, sachant qu'il y a quand même une voiture tous les 3 mètres. Ils activent la radio entre eux, histoire de pouvoir communiquer, de pouvoir se dire là on suspecte une voiture ou ce genre de choses, et ils se placent tous à un endroit stratégique. Ils essayent d'occuper chacun une rue différente, et pendant 3 minutes, il n'y a rien. Vraiment, on ne comprend pas où est passée cette voiture, jusqu'au moment, et vous allez voir que pour moi, les mecs se sont grillés, il y a une des voitures de police, alors c'est pas celle où se trouve notre amie Mélodie, c'est une autre, qui voit une voiture arriver avec une vitesse de salopard dans la rue, qui double absolument tout le monde, enfin c'est vraiment Joe le pilote, et bien évidemment, le mec qui est dans la voiture de police alerte tout le monde à la radio, et il se met à le poursuivre. Là, le gars est en train de rouler, il a la police au cul, il essaye de les semer dans des petites rues, mais c'est là où on voit que les policiers sont quand même beaucoup plus intelligents que le mec dans la voiture, parce que ils ont réussi à le bloquer, et donc le gars s'est retrouvé dans une impasse. Une voiture de police derrière, une voiture de police devant. La seule chose à faire, c'est de se rendre. Là, je dis la seule chose à faire pour quelqu'un de sensé, quelqu'un de normal, sauf qu'une personne déjà qui kidnappe une autre et qui la met dans le coffre de sa voiture, on peut imaginer, on peut partir du principe que ce n'est pas forcément une personne sensée, mais encore moins avec ce qu'il va faire. Alors déjà, je dis ce qu'il va faire, c'est ce qu'ils vont faire, parce qu'ils sont 2. Ils sortent de la voiture et ils sont pas en mode les mains en l'air, au contraire, c'est la main dans la poche, il sort une arme de poing et ça se met à rafale tout le monde. Évidemment, c'est Mélodie et ses collègues qui sont pris pour cible, ils se mettent à couvert, et là, la situation est dramatique. Ils appellent le plus de renforts possible à la radio, mais le temps qu'ils arrivent,
il y aura des choses qui vont se passer. Et vous vous souvenez, Mélodie, je vous ai dit que les premières interventions, elles étaient plutôt cool. Là, on est dans l'extrême le plus total. C'est une fusillade avec des personnes qui sont extrêmement mal intentionnées, qui peuvent vous ôter la vie à tout moment, et une putain de personne dans le coffre, on se le rappelle. Et là, Mélodie, alors moi je suis pas spécialiste, mais elle nous explique qu'ils sont dans la pire configuration possible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que comme je vous ai expliqué, la scène elle se passe dans une rue. La rue, on peut imaginer que c'est une sorte de rectangle. Mélodie et son équipe, ils sont posés à un bout du rectangle, pendant que ses collègues et l'autre équipe sont posés à l'autre bout du rectangle. Les petits bandits, ils sont au milieu, avec la voiture dans laquelle est le mec, et chaque petit bandit se met à tirer sur une équipe différente. Donc il y en a un qui tire sur l'équipe de droite, et l'autre sur l'équipe de gauche. Évidemment, les équipes ripostent chacun leur tour, sauf que, mes amis, l'équipe qui tire depuis là, eh bien, en face, il y a l'autre équipe. Donc, s'il ne met pas sa balle au bon endroit, peut-être que c'est un de ses coéquipiers qui va se la prendre dans la jambe, ou pire encore, dans la tête. Donc, ça fait que ce sont des tirs croisés extrêmement dangereux, mais ils n'ont pas le choix. Ils doivent neutraliser les mecs, parce que sinon, ça va finir en bain de sang. Là, Mélodie nous raconte que tout le monde essaye de rester à couvert le plus possible, mais que la tension, elle est extrême. Premier réflexe que Mélodie a, et pour moi c'est le bon, après de nouveau je ne suis pas au GIGN, elle arrive à crever les deux pneus avant de la voiture. Comme ça, elle est sûre et certaine que même si les mecs reprennent le volant, ils pourront pas essayer de les écraser. Maintenant, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut pas mettre une balle dans le coffre, parce que je vous rappelle, il y a notre ami Johnny qui est dans le coffre les mains ligotées. Bref, là il y a des échanges de coups de feu qui durent en réalité 1 ou 2 minutes, mais qui ont l'air de durer pendant 3 ans, jusqu'au moment où la police, par un miracle, arrive à neutraliser les deux mecs, sauf que, malheureusement, dans l'affront, 2 policiers, un de chaque côté, ont été blessés. Une fois les 2 mecs à terre, Mélodie et son équipe s'empressent de leur courir dessus, de vérifier qu'ils sont bien neutralisés, et qu'ils n'ont pas simplement fait semblant de tomber à terre, pendant que d'autres forcent le coffre pour libérer le mec. Et surtout, voir s'il est encore en vie. Voyant que le mec respire encore, qu'il est encore conscient, etc., qu'il ne s'est pas pris de balle, eh bien, ils appellent l'ambulance pour le prendre en charge très rapidement. Et mes amis, c'est là où l'histoire va prendre un autre tournant. Lorsque Mélodie voit qui était dans le coffre, elle fond littéralement en larmes. Cette personne, c'est un ami à elle, de qui elle est très proche. Au téléphone, elle n'a pas reconnu sa voix, parce que la qualité était pourrie, que c'était lointain et compagnie. Mais en gros, c'est une personne avec qui elle fait beaucoup de sorties, avec qui elle va souvent au bar. En fait, ils font partie du même groupe de potes. Et ce qui lui fait encore plus bizarre, alors ça, elle y pense pas dans un premier temps, mais plutôt un peu plus tard, c'est qu'elle se dit, si mon pote a fini dans un coffre les mains ligotées, on peut quand même partir du principe qu'il traîne dans des histoires un petit peu sombres. C'est ce que l'enquête a permis de démontrer. Alors le gars a dit que ces personnes, il ne les connaissait pas, mais il a avoué aux enquêteurs que parfois ça lui arrivait de faire des bêtises avec son argent. Il a emprunté beaucoup d'argent à des gens, notamment pour financer ses sorties, financer un mode de vie qu'il ne pouvait pas se permettre. Et forcément, quand vous commencez comme ça, vous accumulez les dettes. Alors certes, votre style de vie, il est parfait, vous avez une Lamborghini, vous avez une Rolex et vous allez au bar tous les soirs, mais derrière, les dettes, elles continuent de s'accumuler, et les dettes, généralement, vous les contractez auprès de personnes. Ces personnes, elles sont pas contentes parce qu'elles veulent leur argent en retour, argent que vous ne leur rendez pas. Donc, ils commencent un petit peu à s'énerver, et certains au point de vous prendre dans une voiture et de vous éliminer par quelconque moyen. C'est ce qui a failli arriver à cette personne si la police n'était pas intervenue et qu'elle n'avait pas réussi à bloquer la voiture dans cette ruelle. C'était terminé pour ce mec. On ne le revoyait plus jamais, ou du moins dans un ruisseau coupé en 3. Au moins, il a avoué toutes ses erreurs à la police. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour le procès. Enfin, je ne sais pas s'il y a eu un procès, parce que les 2 mecs dans la voiture, voilà. Je sais pas. Dans ce genre de cas, comment ça se passe, parce que le mec en soi leur doit de l'argent, donc vu qu'ils sont plus de ce monde, est-ce qu'il leur doit encore de l'argent? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que ce mec n'est rien, que Mélodie n'est rien non plus, mais alors autant vous dire qu'elle n'a rien physiquement, mais mentalement, c'est très compliqué, parce que je vous rappelle, elle a quand même quitté les soins infirmiers parce qu'elle était à 2 doigts de partir en burn-out. Là, avec ce qu'elle vient de vivre, je suis pas sûr fondamentalement que ce soit mieux. En tout cas, elle a vécu, je pense, l'une des pires interventions qu'elle puisse vivre dès les premiers jours, enfin dès les premiers mois de son travail. Est-ce qu'elle a continué? On ne sait pas, on n'a pas l'information, j'aurais bien aimé la voir comme ça, ça nous donne un peu plus de contexte. J'ose espérer qu'elle a continué, que ça ne l'a pas découragée, mais voilà, je pense qu'après après une telle intervention, une fusillade comme ça, je pense qu'on garde quand même de bonnes séquelles. Voilà, c'est la fin de cette première histoire, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé très intéressante parce que c'est une mécanique qu'on n'a jamais vue sur la chaîne, et ça change un petit peu, ce qui fait pas de mal. Restez bien maintenant mes amis jusqu'à la fin de la 2e histoire, parce que pour moi elle est lunaire, c'est ma préférée sur la chaîne. Ça mérite d'aller chercher une petite boisson, de venir me suivre sur Instagram, parce que ça on n'oublie pas. Envoyez-moi un petit DM, reposez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, dans le siège de votre camion. Enfin non, parce que vous conduisez, donc on n'écoute pas mes vidéos quand on conduit. Mais bref, réinstallez-vous confortablement et soyez prêts pour cette 2e histoire. Bon, mes amis, sous la dernière vidéo, vous avez été extrêmement nombreux et nombreux à me dire que vous avez adoré le fait que l'histoire se passe aux États-Unis. Et en fouillant sur un forum un petit peu sombre, je suis tombé sur une histoire absolument épouvantable. Mais quand je vous dis épouvantable, c'est que déjà, personnellement, je l'ai trouvé incroyable à lire parce qu'en fait, il y a plein de rebondissements. Elle se passe aux États-Unis, donc
États-Unis, ça donne une histoire de fou. Et personnellement, alors vous me direz ce que vous en pensez à la fin, mais je pense sincèrement que c'est l'histoire la plus glauque de toute la chaîne, parce que vous allez voir, ce qui se passe dedans, c'est abominable. Bref, pour que vous compreniez bien l'histoire et ce qui va se passer, il faut que je vous donne un petit peu de contexte. Cette histoire, c'est celle de Tyler, et au moment des faits, donc au moment du contexte, il a 14 ans. C'est un jeune homme parmi tant d'autres, qui est très gentil, très poli, et vraiment c'est le gars que tout le monde aime. Il est très bien éduqué par ses parents, vraiment... il s'entend à merveille avec tout le monde, donc autrement dit, il n'a aucun problème. À l'école, il a beaucoup de facilité, il a des bonnes notes, il a un très grand groupe d'amis, et vraiment, c'est un jeune homme qui kiffe la vie. Lui, c'est pas quelqu'un qui va jouer aux jeux vidéo toute la journée. Au contraire, il fait un petit peu comme moi quand j'étais petit, on allait jouer au foot, on allait faire de la trottinette freestyle. Donc vraiment, sa situation, elle est plutôt cool. En plus de ça, à niveau familial, tout va bien. Ses deux parents s'entendent à merveille, donc dans la maison, il y a une très bonne ambiance. Et notre ami Tyler, il a deux grandes sœurs. Alors, il y en a une qui est un tout petit peu plus âgée que lui, enfin... tout petit peu, elle a quand même quelques années de plus. À ce moment-là de l'histoire, elle a environ 18-19 ans. Et avec l'autre grande sœur, c'est vrai que l'écart d'âge, il est quand même un petit peu plus important. À ce moment-là de l'histoire, on parle de 24-25 ans. Toute la petite famille s'entend très bien. D'ailleurs, même ses oncles et tantes, ils les voient souvent. Parce qu'ils organisent très régulièrement des repas avec tout le monde, y compris les copains-copines de la famille, donc le copain de sa sœur par exemple, donc de la plus grande. Et à chaque fois, c'est des moments absolument géniaux. Un jour, notre ami Tyler se rend à l'école. Il nous raconte que c'est une très bonne journée. Il fait beau, il fait chaud, les cours... ça l'intéresse un petit peu, mais pas trop. Lui, la seule chose qu'il attend, c'est de pouvoir rentrer à la maison pour pouvoir aller soit faire du foot avec ses potes, soit faire autre chose. Il passe toute la journée, il discute avec ses amis, il se fait reprendre de temps en temps par le professeur. Et vers 16h, il rentre à la maison. Là, à peine arrivé dans sa chambre, il se change, il met ses affaires de sport, il va à l'extérieur et il va sonner chez ses potes pour jouer dehors. Ça, mes amis, je vous avoue, c'est une époque qui me manque beaucoup. Vraiment, quand je pense qu'on était avec mes amis, où... on allait sonner l'un chez l'autre pour dire est-ce que Louis il est là pour aller faire du foot. Ça vraiment c'est une époque qui me manque terriblement. Vraiment aujourd'hui je crois que ça n'existe plus trop. Enfin chez une minorité de jeunes oui parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps devant les ordinateurs, devant les jeux vidéo, sur TikTok, Instagram. Mais voilà je trouve que ça a un petit peu changé. Est-ce qu'on s'en bat les couilles de mon avis? Oui, continuons l'histoire. Vous le voyez pas hein, mais il y a monsieur fou du bus là qui me regarde, je pense qu'il va pas tarder à spawn. Voilà, on verra. Ils regroupent 2-3 amis, ils vont se faire des passes avec un ballon de foot, ils font ça pendant plusieurs heures, et en début de soirée, ils rentrent à la maison pour aller dîner. Là, pour le repas, il nous raconte qu'il y a sa mère, son père, ses deux sœurs, le copain de la grande sœur, lui-même, et qu'il a même pu inviter un de ses amis avec qui il jouait au foot il y a quelques instants. Trop bien, toute la petite famille est réunie, ils passent un excellent moment. Bien évidemment, entre frères et sœurs, on se fait des blagues, on se charrie, on se lance des petits pics, mais rien de bien méchant. Le repas était très bon, tout se passe extrêmement bien, et à la fin de celui-ci, tout le monde retourne à sa petite vie. Notre ami Tyler, il monte dans sa chambre avec son pote, histoire de jouer, cette fois-ci, un petit peu aux jeux vidéo. Et quelques instants plus tard, il redescend au salon pour demander à sa maman « Maman, est-ce que mon ami peut rester dormir ici ?» Au début, les parents, ils sont pas très chauds parce que demain il y a école, mais en même temps ils se disent bon, ils sont dans la même classe, demain ils ont des leçons assez cool, style gym, dessin et compagnie. En plus, on est à la fin de l'année, donc... on peut faire une petite exception. Ils approuvent la demande de Tyler, Tyler remonte dans sa chambre en étant extrêmement content, et il annonce la bonne nouvelle à son pote. Il prépare le matelas, il prépare de quoi dormir, et là, mes amis, c'est presque une nuit blanche qui s'entame, parce que quand vous mettez deux jeunes dans la même chambre qui jouent aux jeux vidéo, et que le lendemain il y a école, forcément, le truc de se dire on va aller se coucher tôt pour être en forme demain, c'est pas la priorité. Donc, ces sagouins, ils vont se coucher vers 3h du mat, le lendemain, c'est debout 7h, et autant vous dire qu'ils ont la tête dans le cul, vraiment. Ils sont dans les nuages, ils descendent les escaliers pour aller prendre le petit déjeuner avant d'aller à l'école, on dirait des zombies, mais c'est assez drôle. Ils prennent leur petite tartine, ils mettent leurs chaussures, ils filent tout droit en direction du bus qui va les emmener à l'école, et là, c'est parti pour une nouvelle journée. À l'école, pendant la matinée, il nous raconte que ça se passe bien, il a une leçon de sport, ça lui permet de se défouler un petit peu, à midi, il va à la cantine avec son pote, et l'après-midi, il a une leçon d'activité manuelle, dessin, bricolage ou je ne sais quoi. Et cette leçon, dans l'horaire, elle a une particularité, c'est qu'elle finit un petit peu plus tard. Normalement, les heures de fin, c'est vers 15h30, 16h, là, il doit rester jusqu'à 17h30. À la fin des cours, il sort du collège avec ses potes, et à nouveau, il rentre chez lui pour se préparer, changer ses affaires, pour pouvoir aller jouer dehors au foot avec ses potes. Il rentre à la maison, il se change, il sort, et cette fois-ci, petite particularité, il a pris un sandwich pour manger avec ses potes. Ce qui fait qu'il rentre un petit peu plus tard, vers 22h, et vous le savez, à 22h, il commence un petit peu à faire nuit. Il fait le chemin de retour jusqu'à chez lui, et là, il arrive devant sa maison. Chose un petit peu particulière, il y a 2 voitures de police qui sont garées devant. Bon, peut-être que c'est des amis de la famille qui sont policiers et qui sont en service, peut-être que c'est des policiers qui se sont arrêtés là, on ne sait pas pourquoi. À 14 ans, on se pose pas vraiment plus de questions que ça. Il rentre dans la maison, et là, l'ambiance est pesante. Alors déjà, il arrive dans le couloir, il enlève ses chaussures, il voit qu'il y a des policiers un peu partout dans la maison, il s'avance, il dit «
bonjour, enfin il est un petit peu gêné, jusqu'au moment où il arrive dans le salon. Dans le salon, il voit une scène très inhabituelle, une scène qui lui fait comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'il voit sa plus grande sœur et sa mère qui sont dans les bras de l'une de l'autre et qui sont en train de pleurer toutes les larmes de leur corps. Pendant ce temps, il regarde à gauche et à droite, il voit son père qui est debout dans la cuisine et il est visiblement en train de parler ou du moins de répondre à des questions d'un policier. Celui-ci est en train de tout noter sur un petit calepin et là, Tyler il se pose des questions. Il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où sa mère se rend compte que Tyler est dans la maison, elle lui court dessus et elle le prend dans ses bras. Là, il sent les larmes de sa mère toutes chaudes qui tombent sur lui. Enfin vraiment, c'est une situation très pesante qui est en train de se passer. Et là, la phrase qu'elle va lui dire à ce moment-là, ça lui glace le sang mais en même temps ça lui réchauffe le cœur. Elle lui dit « Tyler, je t'aime très fort ». Bon. Pourquoi est-ce que sa mère lui dit ça dans un tel contexte? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de pleurer, sa sœur également, et que son père est en train de répondre aux policiers? Eh bien là, on ne sait pas encore. Quelques dizaines de minutes plus tard, donc dites-vous que pendant plusieurs dizaines de minutes, Tyler ne sait pas ce qui se passe. Il sait que tout le monde est en train de pleurer dans la maison, il ne sait pas pourquoi, mais il y a quelque chose. Un long moment plus tard, les policiers disent à la famille, écoutez, on va faire tout notre possible, on vous tient au courant, restez forts, à bientôt. Et il se barre. À ce moment-là, Tyler demande à sa maman, enfin il essaie de la réconforter, il lui demande, mais maman, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe parce que ça commence à m'inquiéter? Lui, au début, il nous raconte que dans sa tête, c'est assez évident, c'est probablement l'un de ses grands-parents qui est décédé, ou à qui il est arrivé quelque chose, mais voilà, il n'a pas trop d'autres idées. Il voit que sa mère n'arrive pas à trouver les mots, vraiment, elle essaye de lui expliquer, mais à chaque fois elle fond en larmes, et c'est juste terrible à voir. Du coup, c'est son père qui s'approche de lui, qui se pose sur le canapé, et qui lui dit, écoute Tyler, il faut que je te parle. Tyler, là, il sait que ça pue la merde, il sait qu'il y a un truc très chaud qui vient de se passer, et son père va lui confirmer. Il lui dit, écoute, tu sais Tyler, aujourd'hui c'est un moment très très compliqué pour nous, parce que ta grande sœur, donc celle du milieu, à la base elle devait rentrer ce matin, elle avait juste une leçon à l'école, etc. Enfin, pas grand chose, donc elle devait être de retour vers 10-11 heures, et depuis ce matin, on n'a plus aucune nouvelle de ta sœur. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu de message, ni d'appel, on n'arrive pas à la localiser, enfin vraiment, on ne sait pas où elle est. Et on pourrait se dire, ok, elle est peut-être allée faire du shopping avec ses potes, après elle est allée au restaurant, puis elle va rentrer un petit peu plus tard. On pourrait se dire ça. Mais, en connaissant sa sœur, on sait qu'elle n'a pas non plus 36 000 potes, qu'elle en a seulement 4 ou 5, mais qu'elle considère comme sa propre famille. Et vous vous en doutez bien, les parents, ils ont essayé de les contacter directement. Ils ont posé des questions, ils les ont appelés, écrit des messages. Et la réponse est formelle. Aucune de ses amies n'a vu sa sœur aujourd'hui. La dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était ce matin à la leçon, et lorsqu'elles sont toutes sorties du collège ensemble, eh bien, chacune a pris la route de sa maison. Donc, autrement dit, la sœur de Tyler a pris la direction de chez elle, mais elle n'est jamais arrivée. Elle n'est jamais rentrée, on ne sait pas où elle est. Et dans les autres histoires où il y a ce genre d'informations, on est d'accord pour dire que ça sent un petit peu le roussi. Peut-être qu'elle s'est perdue, mais en même temps, il n'y a aucune raison, le chemin de l'école, elle le connaît par cœur. Peut-être qu'elle a fugué parce qu'elle ressentait un mal-être, qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle sans avertir personne. Ou alors, et on espère que ce n'est pas cette option-là, peut-être qu'elle a croisé la route de quelqu'un d'un petit peu malveillant. Enfin, un petit peu, voire très malveillant. Bon, la situation est dramatique, mais pas trop encore, parce qu'on n'est pas dans les 24 heures où normalement on dit que si une personne disparaît et que pendant 24 heures on n'a pas de nouvelles, là on peut se poser des questions. Là, en soi, ça s'est passé ce matin, donc peut-être qu'elle peut réapparaître pendant la nuit, peut-être qu'elle avait besoin de souffler ou je ne sais quoi. On panique, mais pas trop quand même. La police, elle est sur des pistes, elle est en train de regarder ce qu'elle peut faire, et surtout, elle a diffusé un avis de recherche absolument partout. Bon, je vous cache pas que pendant les heures qui suivent, l'ambiance, elle est absolument abominable dans la maison, elle est très froide, enfin... En même temps, vous me direz, c'est normal, il y a quelqu'un qui a disparu, sa propre sœur, donc on est d'accord que pour dire au repas de famille, c'est pas la joie. Tout le monde se regarde un peu dans le blanc des yeux, il y a sa mère, son père, Tyler, son autre sœur qui, elle, est toujours là, avec son copain, et là, bon, tout le monde mange son assiette, personne ne dit rien, à la fin du repas, tout le monde va dans sa chambre, et tout le monde croise les doigts en espérant que la sœur va revenir dans quelques minutes. Malheureusement, mes amis, ça va rester qu'un espoir, parce qu'en fait, Tyler n'a plus jamais revu sa sœur. Quand je vous dis Tyler, c'est valable pour toute la famille et toute personne sur Terre, parce que sa sœur a tout simplement disparu. On n'a jamais retrouvé la moindre trace la concernant, que ce soit des empreintes, ou même un corps, ou même la moindre information qui indiquerait qu'elle a refait sa vie à quelque part. On n'a rien trouvé d'elle. Elle s'est, comme diraient certains, volatilisée. Là, je vous cache pas que pour Tyler, c'est un coup de massue. Enfin vraiment, ça
Il y a eu une vie avant et il y a une vie après ça, parce que cette sœur-là, vu que c'est la plus proche en âge de lui, ben forcément, il s'entendait pas mieux avec, mais il avait plus de complicité que sa grande sœur. Et entre guillemets, perdre sa moitié comme ça, c'est absolument terrifiant. Les jours, les semaines et les mois qui suivent, il ne fait que pleurer, de penser à sa sœur, de se dire mais où est-ce que tu es, s'il te plaît, fais-moi un signe que tout va bien, que tu es en vie, et même si tu as refait ta vie, même si tu veux plus jamais me voir, ben voilà, fais-moi un signe et je t'en voudrais pas. Mais même ça, dites-vous qu'il ne l'a pas. Il ne sait pas où se trouve sa sœur. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il ne sait même pas si elle est encore en vie ou si elle est décédée. Perso, je ne peux pas concevoir qu'un humain ait à vivre ça. Vraiment, ça doit être... Je sais même pas s'il y a un mot pour décrire ça, parce que déjà perdre un animal, c'est juste la fin du monde, mais imaginez-vous perdre votre propre sœur, ne pas savoir si elle est en vie ou si elle est décédée, et ne pas savoir où elle se trouve sur cette putain de planète. Bref, je ne préfère pas y penser. Pendant les mois qui suivent, l'ambiance dans la famille, enfin, je vous explique même pas, mais malheureusement, on n'a pas le choix que de s'habituer à vivre avec. Ça, c'était le contexte, mes amis. Bon, ça a duré un petit peu long, je suis désolé, mais c'était très important pour la suite de l'histoire. Voilà, je pense qu'au niveau histoire d'horreur, là, on est déjà pas mal. La suite de l'histoire, mes amis, elle se passe plusieurs années après. Pendant le contexte, Tyler, il avait 14 ans. Aujourd'hui, donc au moment où se passe l'histoire, donc la suite, il a 21 ans, autrement dit, 7 ans plus tard. Bon, 7 ans plus tard, forcément, les choses ont pas mal changé. Du moins, les choses qui peuvent changer, parce que l'amour qu'il ressent envers sa sœur disparue, il est toujours là, il est toujours autant fort, voire même peut-être plus qu'avant. Et surtout, la peine qu'il a de ne pas savoir où elle est, de ne pas savoir si elle est en vie, si elle est présente à quelque part ou quoi, eh bien ça, elle ne fait que grandir de jour en jour, si je peux dire. Il nous explique même que c'est un sentiment qui ne disparaîtra jamais. Lors de son dernier souffle, il pensera encore à sa sœur, et il se posera encore 1001 questions la concernant. Bon, l'ambiance dans la famille, elle est redevenue quand même un petit peu joviale, voilà. C'est pas qu'on a oublié, mais on a mis ça dans un coin de sa tête, parce que même dans les cas les plus terribles, le cerveau, il arrive quand même assez bien à gérer et il fait bien les choses. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on a oublié tout ça. Au contraire. Notre ami Tyler, 21 ans, il a des passions qui sont apparues avec le temps, notamment celle de l'exploration. Enfin, non, c'est pas l'exploration, c'est celle qui touche à... Comment on peut appeler ça ? On va dire que ça concerne l'archéologie. Alors, je sais pas si c'est le bon terme pour représenter ça, mais en gros, il aime bien se rendre sur des lieux, apprendre leur histoire et fouiller pour voir s'il arrive à retrouver des petits objets. Il y a une époque qui l'intéresse particulièrement, c'est tout ce qui touche aux Romains, etc. D'ailleurs, petit aparté, mes amis, j'habite dans un village en Suisse qui a un château et qui, alors d'après ce que j'ai compris, à l'époque abritait une très grande villa romaine. Ils sont en train de faire des travaux depuis 6 mois et ça va encore durer, je pense, 2 ans. En gros, ils installent le chauffage dans toute la rue et bien évidemment, il faut creuser. Lorsqu'ils ont creusé, ils ont trouvé plein de choses un petit peu particulières, notamment des squelettes. Je vous mets des images à l'écran. Dites-vous que tous les matins à 7h, je passais à côté de ces squelettes avec mon petit sac à dos en mode « Salut mon pote, bon t'es dans un état un petit peu particulier, je te souhaite une bonne journée, ciao !» Donc, je sortais de chez moi, j'allais à mon travail, et à côté de moi, il y avait ce squelette, tranquille, comme ça. Eh bien, autant vous dire que ce genre de choses, Tyler, ça l'aurait fasciné. Bien évidemment, scolairement, et j'ai envie de dire heureusement, il a évolué. Aujourd'hui, il fait des études qui concernent sa passion, etc. Ce qui fait que dans sa classe, il a des potes qui ont les mêmes centres d'intérêt que lui. Il y en a un avec qui il s'entend un petit peu mieux que les autres, c'est vraiment son meilleur pote, et ils partagent tout ensemble. Au niveau de sa famille, les choses ont aussi un petit peu évolué. Bon, ses parents sont toujours ensemble. Sa grande sœur, elle s'est séparée de son copain. Enfin, elle a eu d'autres histoires entre-temps, quoi. Mais d'un point de vue social, d'un point de vue pote, c'est toujours les mêmes qu'avant. En tout cas pour la plupart. Le seul événement entre guillemets majeur qu'il y a eu entre temps, c'est qu'ils ont déménagé, parce que pour eux, ils se sont rendus compte que rester dans la maison où il y avait encore l'énergie de sa sœur disparue, tous les souvenirs, toutes les photos, etc., c'était juste trop pour eux. Donc ils ont préféré vendre la maison, déménager à un autre endroit, histoire de pouvoir, entre guillemets, recommencer une nouvelle vie, même s'ils auraient préféré s'en passer. Un jour, dans leur nouvelle maison, Tyler demande à ses parents s'il peut inviter un pote à dormir. Et ce pote, c'est son meilleur ami qui est dans sa classe. Bien évidemment, ses parents acceptent avec grand plaisir, vraiment c'est comme un membre de la famille. Celui-ci arrive et les deux montent dans la chambre. Là, au début, ils font 2-3 devoirs, ensuite ils jouent aux jeux vidéo, et pendant qu'ils sont en train de jouer, les deux discutent de tout et de rien. À un moment, ils évoquent ce qui les passionne, c'est-à-dire, entre guillemets, l'archéologie, les découvertes, etc. Et Tyler lui dit, d'ailleurs, tu sais, moi t'as vu où ma maison elle est, pas loin, il y a ce qui est considéré comme étant des ruines. Je ne sais pas si c'est des ruines du Moyen-Âge, de l'époque romaine ou de l'époque je ne sais quoi. Si tu veux, on peut se faire un petit kiff. On est en plein hiver, il fait nuit très tôt, on joue à la console pendant quelques heures encore, on va manger, et après le repas, on remonte dans ma chambre, on se prépare, et on va voir en direction de ces ruines. Parce que forcément, s'il y a des ruines, c'est qu'il y avait quelque chose à l'époque, et s'il y avait quelque chose, c'était probablement un bâtiment. Qui dit bâtiment dit objet à l'intérieur, donc peut-être qu'on va trouver quelque chose de formidable. Des colliers, des pièces en or, ou un trésor quelconque. Et ça vaut de la thune. Ça nous permettrait de vivre la vida loca. Je te propose, on se prépare,
et on va fouiller. Son pote, bon, il est aux anges, il lui dit avec grand plaisir, mec. Il continue de jouer, il descend de prendre le repas avec la famille, ensuite il remonte, il se prépare, et là, ils se rendent en direction des ruines. Arrivé sur place, son pote lui dit, mais mec, on est trop con, on est venu sans vraiment de matériel, c'est-à-dire que, oui, on peut fouiller avec nos mains, avec des petites pioches, etc., mais on va pas découvrir ce qu'il y a sous terre. Tyler, il se dit, ah ouais, merde, on n'a pas pensé à ça, écoute, on fait une première visite, et demain, on va acheter un détecteur de métaux. Bon, ça sera assez cheap, ce sera pas le truc qui coûte une fortune, mais comme ça, on va pouvoir fouiller un petit peu plus en profondeur. Bon, la première visite, elle se passe bien. Il y a un moment où c'est un petit peu tendu parce que il fait nuit noire, on ne voit rien, et à quelques dizaines de mètres devant eux, ils voient un groupe de personnes. Au début, ils flippent de ouf parce qu'ils se disent, ces mecs, ce sont une secte ou je ne sais quoi. En plus, ce groupe, il est en train de s'approcher d'eux, donc c'est pas très safe. Mais très vite, ils se rendent compte qu'en fait, c'est un groupe de jeunes qui sont en train de boire des bières et de discuter. Et ils les saluent même. Ils sont là, salut les mecs, faites attention à vous parce que les ruines, bah, c'est un petit peu dangereux parfois. On voit pas, il y a des trous, il y a des pics, enfin, faites gaffe. Donc voilà, rien de bien méchant, au contraire, ils étaient sympas. Ils continuent l'exploration et vers 3h du mat, ils décident de rentrer à la maison pour revenir demain. Là, une fois dans la chambre, tous les deux s'endorment assez rapidement. Le lendemain, ils se réveillent très tôt. Ils filent dans un magasin spécialisé dans tout ce qui est exploration, etc. Ils achètent le détecteur qui vaut le moins cher. Et là, ils sont prêts pour retourner ce soir. En début de soirée, nos deux amis se repréparent. Cette fois-ci, ils sont bien équipés. Ils mettent leurs petites bottes, leurs petits chapeaux d'explorateur et ils filent en direction des ruines. Une fois arrivés sur place, alors, ils nous racontent que le décor, bon, il fait quand même bien flipper. Les ruines, elles se trouvent à peu près au milieu d'une forêt, enfin du moins c'est entouré d'arbres, etc. C'est franchement pas le décor le plus rassurant au monde, mais ça rajoute un petit truc. Nos deux amis sortent leur sac à dos, ils prennent leurs petites pioches, leurs outils, et ils dégainent leur détecteur à métaux. Bien évidemment, ils se sont renseignés pour savoir comment ça fonctionne, parce que moi je pense que vous mettez ça entre les mains, à la limite j'arrive à retrouver une canette, mais vous allez voir que peut-être ils vont tomber sur un trésor. Première chose qu'ils font, c'est de s'assurer que les ruines elles sont pas occupées, que cette fois-ci ils sont bel et bien seuls, déjà pour pas déranger, et surtout pour ne pas être dérangés. Une fois qu'ils se sont assurés que c'était bon, qu'ils étaient bien seuls, ils commencent à quadriller la zone avec leur détecteur, histoire de voir si ça sonne, et au bout de 3 minutes, bingo, le détecteur se met à sonner. Nos deux amis se regardent avec des grands yeux, en mode ils sont tout excités. Son pote sort une petite pioche en mode Indiana Jones, et ils se mettent à fouiller. Ils creusent, et là, bingo, ils trouvent un petit collier. Bon, petit collier, c'est le truc que vous trouvez pour 10 balles dans un magasin quelconque, mais ça reste une première trouvaille. Ils continuent leur périple, à un moment, ça ressonne, son pote, de nouveau, il creuse, et là, cette fois-ci, il trouve quelque chose d'un petit peu moins stylé, c'est un couvert. C'est une putain de fourchette en métal qui vient de sonner, donc voilà, à moins que ce soit une fourchette de Napoléon, probablement qu'elle vaut rien. Ils prennent quand même, on sait jamais, ils la mettent dans le sac. Ils continuent de fouiller et pendant plusieurs minutes, il n'y a rien. Jusqu'au moment où le détecteur se met à sonner. Par contre, cette fois-ci, il y a quelque chose de différent parce que les deux autres objets, le détecteur a sonné de façon très claire. Là, en passant sur le sol, il entend juste un mini bip. Mais le bip, il est très bref, il s'arrête très rapidement. Donc peut-être qu'il y a un objet en métal qui est cette fois-ci un petit peu plus enfoui. À nouveau, il regarde son pote et lui dit « Bah mec, creuse, parce que vu que cette fois-ci c'est plus profond, peut-être qu'on a mis la main sur un trésor. Allez, tu creuses plus rapidement, son pote tac tac tac, et à un moment, avec sa pioche, il tape sur quelque chose en métal. Bingo, ils sont tombés dessus, maintenant il faut réussir à le déterrer, et là, Tyler l'aide à creuser. 3 minutes. C'est le temps que ça prend pour sortir l'objet, et lorsqu'ils se rendent compte de ce qu'ils viennent de sortir de terre, l'ambiance change radicalement. Cette fois-ci, mes amis, on n'est plus sur une canette de coca, sur un collier, sur une fourchette, ou un petit canard en métal, pas du tout, ils viennent de ressortir une arme à feu. Cette arme à feu, c'est un flingue, c'est un pistolet. On ne sait pas si, pour l'instant, il s'agit d'un vrai ou d'une réplique. La seule chose qu'ils se disent, c'est mec, on ne touche pas cette arme. Parce que si c'est une vraie, peut-être qu'elle est liée à un crime, qu'il y a des empreintes et que la police en a besoin pour identifier l'auteur. Et si c'est une fausse, voilà, on ne sait pas. Pour l'instant, on touche pas. Il bouge l'arme avec un bâton en essayant de pas la faire trop bouger non plus et trop la secouer, histoire qu'une balle ne parte pas n'importe où. Et là, il la laisse à un endroit. Maintenant, Tyler regarde son pote et il lui dit « Mec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue la fouille? Est-ce qu'on appelle la police pour qu'ils viennent voir de quoi il s'agit ?» Parce que, vu la gueule du flingue, il a l'air d'être enterré là depuis un sacré moment. Son pote réfléchit pendant quelques secondes, les deux en discutent, et ils en arrivent à la conclusion que voilà, ils vont laisser cette arme ici, ils continuent leur fouille, parce qu'ils ont bon espoir de trouver un trésor, et que une fois qu'ils auront fait tout le tour de la ruine, ils reviendront sur place, et là ils appelleront la police. Chose qui me semble assez sensée, du moins c'est une décision que j'aurais pu prendre moi-même, et donc les deux amis continuent la fouille. Bon, 3 minutes plus tard, ça ressonne, cette fois-ci c'est une petite bague, tant mieux, c'est à nouveau pas quelque chose qui vaut des millions. Ils continuent de fouiller, et en fait plus ils s'avancent, plus ils arrivent dans un endroit qui est entouré d'arbres, où il y a des buissons de partout, jusqu'au moment où Tyler est en train de balayer la zone avec son détecteur, et que celui-ci se met à sonner. Bon, c'est assez marrant, parce que cette fois-ci, il donne sur un buisson, donc
Peut-être qu'il y a quelque chose caché dedans. C'est pas non plus le buisson de l'année, mais on va quand même fouiller pour voir de quoi il s'agit. Les deux se mettent à creuser et en fait, ils voient que le buisson les emmerde un petit peu. Ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'arracher un peu les feuilles qui les dérangent. Ils creusent, ils creusent, ils creusent. Et là, ils découvrent à nouveau un bijou. Ce bijou, cette fois-ci, c'est à nouveau un collier. Toujours pas le collier de l'année, mais bon, ils vont le prendre. Et lorsque son pote remet un dernier coup de pioche, il remarque que sous le collier, il y a eu un bruit. Sous-entendu, il y a encore un objet dur, donc quelque chose. Et là, il continue de creuser pour voir ce qu'il y a. Mes amis, ce quelque chose, au début, on pense que c'est une pierre. Pourquoi ? Parce que la couleur est très claire, elle est très blanche. Il continue de creuser, il continue de creuser, il continue de creuser, jusqu'au moment où on se pose 2-3 questions. En réalité, on se rend de plus en plus compte que ce n'est pas une pierre, parce que la texture est un petit peu différente. Les deux amis continuent de creuser, et au bout de 5 minutes, ils arrivent enfin à déterrer l'objet. Et là, c'est la stupéfaction. Ce qu'ils viennent de déterrer, ça dépasse complètement l'entendement. C'est pas une pierre, c'est pas un flingue, c'est pas une canette. C'est un putain d'os humain. Ou du moins un os de quelque chose. Est-ce que c'est un dinosaure ? On ne sait pas. Est-ce que c'est le fémur de Jules César ? Peut-être. Mais ça reste un os. Donc là, les deux se regardent, ils se disent, bon, ça y est, on a découvert 2-3 petits trésors, des petits colliers, des machins. On vient quand même de découvrir un flingue et un fémur, donc voilà, je pense que il faudrait gentiment stopper la visite, enfin stopper l'exploration plutôt. On retourne sécuriser le flingue, histoire que personne s'en empare et qu'ils viennent nous buter, et on appelle la police pour qu'ils viennent sur place. C'est exactement ce qu'ils font, ils rebroussent chemin, l'arme est toujours là, ils se posent à côté, et ils appellent la police. Ils leur disent bonjour, nous sommes à tel et tel endroit, il faut venir, on vient de faire 2 découvertes. Bon, qui sont quand même assez particulières. On veut juste votre avis, être sûr que voilà, ce soit pas lié à une enquête en cours ou quoi. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. Bon, ça prend un peu de temps. Les deux amis attendent pendant 30 minutes, jusqu'au moment où une patrouille arrive. Là, bon, ils sont questionnés quand même parce que probablement que cette arme, elle ne leur appartient pas, mais on ne sait jamais. Et au bout de 40 minutes, vraiment c'est interminable, les deux amis sont enfin libérés. Ils rentrent donc chez Tyler sains et saufs. Ils trouvent le sommeil assez facilement, mais voilà, ça les intrigue quand même. Et pendant ce temps, la police, elle essaye de mener une enquête. Jusque-là, tout va bien. Nos deux amis sont contents, ils ont fait des petites trouvailles. Bien évidemment, ils n'ont pas indiqué aux policiers qu'ils ont trouvé des petits colliers, des bagues, etc. parce que l'argent, ils le veulent pour eux. Et suite à cette virée nocturne, leur vie continue pendant 1 semaine. Mes amis, un jour, Tyler rentre de l'école, il retrouve ses parents qui sont sur le canapé, qui discutent avec la grande sœur, qui, elle, n'habite plus chez eux, donc c'est qu'elle est venue exprès pour ça. Et là, la mère de Tyler, dès qu'elle le voit, elle se lève et elle lui dit « Tyler, viens te joindre à nous, il faut qu'on parle. » Tyler, il a déjà vécu ça une fois. Bon, la dernière fois, c'était quand sa sœur a disparu, donc la mère était en larmes, etc. Mais là, il sent qu'il y a quelque chose. Il s'assied sur le pouf, il attend qu'on lui parle, et là, sa mère lui dit Tyler, il faut qu'on parle. Tu le vois probablement à mes yeux, ils sont rouges, gonflés, j'ai pleuré pendant tout l'après-midi. On a retrouvé ta sœur. Quand il entend ça, il a l'impression d'avoir mal entendu. Il lui dit, mais c'est pas drôle de rigoler sur ça, tu sais bien qu'elle a disparu, on ne sait pas où elle est. Et elle lui dit, non, je ne rigole pas. On a retrouvé ta sœur. Et dans sa tête, à ce moment-là, Tyler, il est en mode pitié qu'on me dise qu'elle est vivante à quelque part, qu'elle a trouvé un beau mec à l'autre bout de la planète et qu'elle a refait sa vie. Mais ce qu'on va lui apprendre, c'est tout l'inverse. Sa mère lui dit malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Ça fait visiblement quelques années déjà, parce que la police nous a appelés et tu te souviens, l'exploration que tu allais faire l'autre jour, alors déjà, vous nous aviez pas dit que vous étiez allé là-bas, mais l'exploration que vous avez faite, elle a mené à un os humain. Et cet os humain, je ne crois pas au destin, je ne crois pas au miracle, etc. Mais en fait, il s'avère qu'il appartient à ta sœur. Et il fallait que ce soit toi qui tombe dessus lors d'une exploration avec ton pote. Maintenant, chose encore plus folle, vous avez retrouvé sous terre une arme à feu. Les policiers, en fait, en fouillant davantage l'endroit où vous avez trouvé l'os, ils ont retrouvé plusieurs ossements qui appartenaient à notre fille, donc à ta sœur, et ils ont trouvé une blessure qui potentiellement pourrait être la marque d'une arme à feu. Et en analysant les os, ils ont trouvé une possible blessure par arme à feu. Donc le flingue que vous avez retrouvé sous terre, ils sont en train de mener tout plein d'analyses pour essayer de récupérer les empreintes, etc. Probablement qu'il est lié à cette affaire. Donc autrement dit, peut-être que c'est le pistolet qui a tué notre fille. Là, Tyler, son monde s'écroule une deuxième fois, parce que même s'il n'avait plus de nouvelles de sa sœur depuis 7 ans, il avait quand même bon espoir qu'un jour, je ne sais pas, un signe lui fasse comprendre qu'elle est en vie, à l'autre bout du monde. Mais là, cet espoir vient de se briser sous ses yeux. On vient de lui annoncer que sa sœur est décédée et qu'elle n'est pas décédée de cause naturelle, qu'elle a probablement beaucoup souffert, mais que surtout, quelqu'un lui a ôté la vie. Mes amis, premier rebondissement de l'histoire, on s'y attendait pas, enfin vraiment c'est un truc de ouf, et vous allez voir la suite,
elle est encore plus ouf. Là, évidemment, Tyler, bon, c'est terrible, mais il retombe dans une sorte de dépression. Parce que voilà, il sait que sa sœur est décédée, qu'elle n'est plus parmi eux. Jusqu'à un fameux jour, on est 2-3 semaines plus tard, donc c'est extrêmement long. Et lors de ce fameux jour, la police les appelle et leur demande de passer au commissariat. Là, toute la famille y va avec la boule au ventre, vraiment. C'est absolument abominable. Il y a la mère, le père, Tyler et sa grande sœur. Et mes amis, accrochez-vous bien parce que ce que la police va leur avouer, ça dépasse l'entendement. Les analyses d'empreintes n'ont pas donné beaucoup de résultats, donc ils se sont basés sur un autre élément. Et cet élément, c'est le numéro de série de l'arme. Celui-ci a été effacé en partie et ils ont pu le reconstituer. Et cette arme a été achetée et enregistrée au nom de quelqu'un qu'ils connaissent très bien. Ce quelqu'un, mes amis, ce n'est pas un membre de la famille, c'est l'ex-copain de la grande sœur. Donc celle qui est actuellement présente au commissariat. Là, lorsqu'ils apprennent ça, ils se regardent tous en mode « Vous faites erreur ?» Et les policiers leur disent « Non, cette arme est bel et bien enregistrée au nom de tel et tel. Et ce tel et tel, c'est l'ex-copain de la grande sœur. » Ils se sont séparés entre-temps pour une histoire qui n'avait rien à voir, enfin une histoire de couple banale, j'ai envie de dire. Et ce gars, maintenant, il va falloir l'arrêter et l'interroger. La famille ressort du commissariat en étant complètement choquée. Enfin vraiment, ils viennent d'apprendre qu'ils ont perdu leur sœur, qu'elle est en réalité décédée, que c'est peut-être quelqu'un de la famille qui lui a ôté la vie, enfin, c'est abominable comme sentiment. Et bien évidemment, ce gars, il est arrêté, questionné pendant des jours et des jours, jusqu'au moment où il avoue les faits. La raison qui l'a poussé à faire ça, c'était terrible, c'est qu'apparemment, lors des repas de famille, il détestait que la sœur lance des piques à leur couple, qu'elle fasse des petites blagues, et parfois, elle disait « mais vous n'allez pas ensemble ». Ça l'a rendu foudrage et il a décidé de lui ôter la vie pour une raison autant conne que ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des rebondissements de cette histoire, mes amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte de tout ce qui s'est passé. C'est catastrophique. Vraiment, j'imagine pas à la place de Tyler, de ses parents et de sa sœur. Je ne sais pas comment un humain est fait pour résister à ça. Personnellement, voilà, si vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me les dire. En tout cas, cette histoire, j'espère que je l'ai bien racontée. Moi, vraiment, je trouve que c'est la pire que j'ai racontée sur toute la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo était peut-être un petit peu plus longue, je ne sais pas combien de temps elle fera, mais j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour un nouvel épisode. Lundi, et j'ai dit sur Instagram que c'était jeudi prochain, mais au final, c'est ce lundi, il y a un épisode spécial abonné, donc ce sera un épisode d'1 heure, j'espère que ça va vous plaire. Et voilà, moi je vous retrouve pour l'épisode d'abonné ce lundi, j'espère que ça va vous plaire. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.